Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Cette fois-ci pour la sortie et le test d'Alder Lake de chez Intel, leur nouvelle architecture. Nous avons le Core i5 ainsi que le Core i9 en test aujourd'hui. Et on va les comparer évidemment aux meilleurs processeurs qu'a AMD pour les mêmes gammes de prix, c'est-à-dire le 5600X et le 5900X, qui sont vendus pour à peu près les mêmes prix, parce que le modèle Core i5 évidemment sera vendu en dessous des 300 €. Il y aura aussi une version sans partie graphique qui sera un peu moins chère. Et le Core i9, lui, sera vendu aux alentours de 600 €, certainement un petit peu en dessous, ce qui est à peu près le même prix, comme j'ai dit, que ces deux processeurs de chez AMD. Et pour ceux qui ont la flemme de regarder toute la vidéo pour voir le résultat, je vous fais un résumé dès le début. Comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder le reste. Selon moi, Alder Lake de chez Intel est une réussite, que ce soit d'un point de vue performance, mais aussi coût. On a beaucoup plus de performance, que ce soit en jeu, mais aussi en tâches professionnelles que par rapport à AMD, pour souvent, des fois même moins cher, ou à peu près le même prix. Toutefois, ça se fait au sacrifice de la consommation, surtout sur le modèle Core i9 qui consomme énormément pour ce niveau de performance. Donc si c'est un problème pour vous, peut-être qu'il faudrait mieux regarder du niveau d'AMD. Mais sinon, à part ça, vous avez selon moi le meilleur choix chez Intel, surtout avec le Core i5 qui a une valeur incroyable. Vous avez la DDR5 ou la DDR4 d'ailleurs qui existe toujours. Vous avez aussi le PCI Express 5.0. Et du coup, ça vous fait un PC assez future-proof. Et pour le même prix qu'un 5600X d'AMD, vous avez plus de performance en multicœur, genre vraiment plus. Et vous avez des très bonnes, même meilleures performances dans les jeux vidéo. Et si vous en voulez encore plus, vous pouvez l'overclocker et récupérer encore beaucoup plus. C'est vraiment, selon moi, le meilleur de toutes ces générations-ci de chez Intel pour le moment en tout cas. On n'a pas pu tester le Core i7, mais je suis pratiquement sûr que le Core i5 est le processeur à prendre pour la plupart des gens. Le Core i9, oui, est le nouveau King, mais encore une fois, avec un énorme sacrifice. Donc ça, c'était le résumé. Maintenant, passons à plus de détails. Déjà, vite fait les specs. Le Core i9 utilise 8 cœurs haute performance et 8 cœurs haute efficacité énergétique. Ça, c'est une grosse nouveauté d'Alder Lake. Vous avez deux types de cœurs utilisés dans le processeur. Et vous allez voir dans les tests que ça apporte réellement des performances et les cœurs haute performance permettent de garder des très bonnes justement performances dans les jeux vidéo. Donc ça, je dirais que c'est une meilleure façon de faire que ce qu'avait pu faire AMD en 2011 avec Bulldozer. Et c'est assez similaire au final à ce qu'on a sur les téléphones mobiles. Maintenant, il faudra voir si dans les ordinateurs portables, ça augmente énormément l'efficacité énergétique parce que sur PC, ces processeurs consomment beaucoup, donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment efficace dans ce sens-là, mais bon. Et du coup, les cœurs haute performance ont aussi du multithreading. Donc ça veut dire que vous avez 24 threads. Donc oui, c'est un petit peu bizarre. Mais du coup, c'est exactement le même nombre de threads qu'un 5900X. Donc c'est pour ça que c'est un peu comparable. Sauf que le 5900X, évidemment, lui a 12 cœurs haute performance avec 12 threads en plus. Il peut monter jusqu'à 5,2 GHz, ce Core i9. Et pour information, ça c'est son boost maximum quand la température le permet, ou sinon il tournera à 3,2 GHz sur les cœurs haute performance. Les cœurs haute efficacité énergétique, eux, vont booster jusqu'à 3,9 GHz au maximum. Et ils supportent la DDR5 ainsi que la DDR4. Ça, c'est quelque chose que je vais parler juste après au niveau carte mère. On a aussi le Core i5, du coup, que j'ai pu tester, c'est le 12600K. Nous avons 10 cœurs, 6 cœurs haute performance et 4 cœurs haute efficacité énergétique. Donc ça veut dire qu'il a plus de cœurs qu'un 5600X, même si ces 4 cœurs en plus ne sont pas forcément les plus performants, il y en a plus, donc c'est ça que je trouve qu'il est très intéressant. Du coup, ça vous fait 16 threads utilisables sur ce processeur et il peut booster normalement jusqu'à 4,9 GHz sur un seul cœur. Par contre, il faut le préciser, c'était le même cas avec le Core i9 d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et dans mes tests, j'ai pu voir que par défaut, il boostait jusqu'à 4,5 sur tous les cœurs. Mais évidemment, vous pouvez le voir cloquer pour aller encore plus haut. Et les fréquences de base sont 3,7 et 2,8 pour les deux types de cœurs. Donc vous voyez qu'il a une fréquence de base plus élevée que le Core i9, ce qui est un petit peu logique. Et il supporte aussi la DDR5 ou la DDR4, selon la carte mère. Et du coup, en parlant de carte mère, nous avons le nouveau chipset Z690. Il y aura d'autres chipsets qui sortiront après, qui seront plus milieu de gamme. Ici, c'est vraiment le haut de gamme. Et du coup, je ne sais pas encore trop les prix des cartes mères, je vais être très honnête, mais il semble avoir deux gammes. En gros, vous avez une gamme DDR4 qui utilise toujours la DDR4 du coup dessus et qui permettra certainement d'économiser. Et vous avez une gamme DDR5 qui, elle, coûtera plus cher. Et aussi, pour information, toutes les cartes mères supportent le PCI Express
5.0. Vous avez d'ailleurs 20 lignes sur toutes les cartes mères avec tous les processeurs. Donc ça vous laisse 16 lignes pour la carte graphique, plus 4 lignes pour normalement un SSD. Toutefois, il y a aussi un peu plus d'une dizaine de lignes PCI Express 4.0 que le chipset Z690A. Donc en gros, franchement, vous avez de quoi faire énormément. Mettre beaucoup de SSD, mettre les dernières cartes graphiques qui sortiront même dans 2 ans. C'est vraiment une plateforme ici future-proof parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin en fait. Sauf si vous prenez la version DDR4. Après, il faudra voir si vraiment c'est un énorme sacrifice. Parce que j'en ai pas sous la main, donc je peux pas vous faire une comparaison DDR4 versus DDR5. Mais je ne manquerai pas de vous faire une vidéo dans le futur s'il y a des chiffres qui sont publiés pour vous résumer un petit peu la situation. Mais yep, c'est pas forcément « Oh, DDR5 c'est meilleur », surtout que ça va coûter plus cher. Faudra voir vraiment. Du coup, pour tous mes tests, j'avais 2 configurations de tests forcément. Une sur AMD qui utilise une X570 Formula 8 de chez Asus. Par information, c'était mon ancienne carte mère. Et vous avez 32 Go sur 2 barrettes, c'est très important, en 3600 MHz CL16 de chez G-Skill. C'est de la Trident Z Neo par information. C'est l'un des meilleurs kits pour Ryzen. Et c'est le plus haut qu'on peut vraiment avoir selon moi pour faire cette comparaison. Et pour la configuration Intel, nous avons la carte mère que je vais unboxer il y a quelques jours si vous ne l'avez pas vue. C'est une carte mère qui est prêtée pour les tests par Asus, je tiens à le préciser. Ils ont aussi fourni une alimentation stricte de 850 watts ainsi qu'un refroidissement Ryujin 2 360 mm que vous allez voir était très important pour les tests parce que on va en avoir besoin pour le Core i9 notamment, donc merci à eux d'avoir permis de rendre tout ça possible. Et vous avez aussi Corsair qui a fourni un kit de 32 Go de DDR5 qui est du coup de la Dominator Platinum qui monte jusqu'à 5200 MHz pour information en CL38. Donc là, vous voyez que les timings de la DDR5 ne sont pas les plus optimisés à l'heure actuelle. Et la fréquence, même s'il est beaucoup plus haute que la DDR4, ben, y a des kits DDR4 en fait qui peuvent atteindre cette fréquence avec des meilleurs timings. Donc ça, faudra voir si ça s'améliore dans le futur. Et pour information au niveau des exemplaires de test, le Core i9 a été fourni par Asus et c'est en prêt, il repartira après. Et le Core i5 a été fourni par Intel et c'est en prêt et il repartira après. Le 5900X a été techniquement donné par Be Quiet pour une vidéo sponsorisée. Et le 5600X, je l'ai acheté moi-même, juste avant de faire cette vidéo. Donc j'ai techniquement acheté le moins bon processeur pour cette gamme de prix, juste pour faire une vidéo de review. Yep. Et j'ai fait 2 séries de tests. Nous avons des tests synthétiques, plus rendu 3D, encodage vidéo, ce genre de choses. Et des tests dans les jeux vidéo, évidemment, pour voir ce que ça donne dans les jeux. D'un point de vue performance synthétique, c'est là que c'est vraiment intéressant parce que Intel dépasse largement AMD maintenant pour le même nombre de cœurs. Ça se voit surtout avec les tests single cœur sur Cinebench où là le score était beaucoup plus haut. On atteignait pour information 771 points avec le Core i9, ce qui est une centaine de points en plus par rapport à même un 5950X de chez AMD qui est pourtant leur meilleur et qui coûte plus cher que le Core i9. Donc là, c'est ça qui permet d'avoir ce gain de performance à peu près partout, que ce soit les tests de rendu justement que j'ai pu faire avec Blender, avec BMW qui est l'un des plus lourds. Et là, on avait quand même une diminution de 20 secondes du temps de rendu, ce qui est énorme pour un temps de rendu de 2 minutes, hein, c'est vraiment énorme. On avait aussi les tests d'encodage qui étaient assez intéressants selon moi. Alors j'aurais pu faire des tests dans Adobe Premiere ou DaVinci Resolve, mais les 2 programmes maintenant sont accélérés GPU et en fait vous avez plus de gains maintenant en utilisant une carte graphique. Donc je voulais utiliser un test purement CPU pour vraiment voir ce que ça donne. Maintenant on en arrive à la catégorie jeux vidéo et je préface directement par vous dire que j'ai fait tous mes tests en 1080p avec le plus haut niveau de détail possible pour la simple et bonne raison que selon moi c'est le strict minimum que quelqu'un utiliserait un de ces processeurs. Et pour information, si vous ne savez pas, plus vous diminuez la résolution, plus le jeu est facile à tourner, avec la carte graphique notamment, plus vous êtes dépendant du processeur. C'est pour ça que bien souvent les tests CPU que vous voyez sur le web vont être faits même des fois en 720p ou en 1080p avec un niveau de détail médium. Comme ça, la carte graphique n'est plus le limiteur et c'est le CPU qui devient le limiteur. Mais soyons honnêtes,
c'est pas réaliste. C'est pas du tout réaliste. Et quand vous regardez les chiffres, les différences sont exagérées. Ce qui est cool à voir, de se dire, oh ben celui-là est clairement meilleur que celui-là, mais c'est pas du tout réaliste en fait. Donc là, j'ai quand même fait des tests qui sont en réalité pas réalistes. C'est du 1080p avec tous les niveaux de détail, avec une 3080 Ti. Personne ne jouera en 1080p avec une 3080 Ti, à part peut-être quelqu'un qui veut un écran 360 Hz. Donc, c'est le pire cas possible pour ces processeurs, basiquement. Si ils arrivent à faire des bons résultats là-dedans, ils feront des bons résultats pour toutes les autres configurations. Parce que le Core i5, notamment, vous n'allez pas mettre une 3080 Ti forcément avec, vous allez mettre une 3060 Ti, une 3070. Vous serez limité par la carte graphique. Le processeur n'aura plus aucune importance, franchement. Même avec le Core i9, tout le monde ne va pas mettre une 3080 Ti, déjà il faut en trouver une. Là aussi, vous serez limité par la carte graphique parce que c'est bien, vous allez jouer en 1440p ou en 4K. Donc je tiens juste à vraiment le préciser, c'est très important. Ces tests sont faits pour montrer les différences, mais j'ai pas non plus été dans un scénario irréaliste parce que je trouve ça un peu stupide parce que ça sert à rien en fait. Personne ne joue dans ce genre de configuration. Donc, yep. À part peut-être un joueur e-sport qui joue avec un écran 360 Hz. Mais là, c'est très spécifique. Qui jouera en médium du coup, parce que quand il y a moins de détails, le jeu tourne mieux. Et c'est très spécifique. Et donc, comme vous pouvez voir selon ces résultats, c'est intéressant. Notamment, on pouvait voir que dans un jeu comme Civilization 6, qui est très dépendant du CPU, quand on passe les tours notamment, et d'ailleurs, ce n'est pas du FPS, c'est le nombre de secondes qu'il faut pour passer un tour, je tiens à le repréciser pour ceux qui n'auraient pas compris. On voit que le Core i9 met 26,76 secondes, ce qui est une seconde plus rapide qu'un 5950X. Donc ça montre clairement qu'il y a plus de performance ici. Mais quand on regarde la plupart des autres jeux, surtout dans des jeux qui sont au final dépendants de la carte graphique, les différences sont pas si énormes. Même genre vous avez Horizon Zero Dawn qui est assez récent, 167 FPS pour le Core i9, et au final le 5950X fait juste 2 FPS en moins. Donc c'est pas une énorme différence ici. Et si on passe à un jeu plus limité ici par le CPU qui est F1 2020, parce qu'il tourne il tourne très facilement, donc la carte graphique n'a aucun mal à le faire tourner même en 1080p avec tous les niveaux de détail. Là, vous voyez une plus grosse différence. Notamment, le Core i9 faisait 319 FPS et le 5900X en faisait 299. Donc là, on voit la différence. On voit clairement que ce Core i9 est le nouveau king de performance dans les jeux vidéo. Le Core i5 se débrouille vraiment pas mal avec 292 FPS. Il n'est pas très loin du 5950X au final. Donc ouais, c'est des résultats qui sont selon moi très intéressants. Même si, encore une fois, comme vous pouvez voir, avec au final, mon pire cas possible, avec une 3080 Ti en 1080p, les différences ne sont pas non plus énormes. Dans certains jeux, toutefois, qui sont très dépendants du CPU, il en existe. Vous aurez certainement des plus grosses différences. Mais bon, ça devient très spécifique ici. Globalement, si vous avez l'un de ces 4 processeurs, à part peut-être le 5600X qui est un petit peu en retrait à certains moments, vous aurez des très bonnes performances dans les jeux vidéo. Vous n'avez pas à vous plaindre. Maintenant, un autre test que je voulais faire, par contre, c'est et si vous jouez à des jeux vidéo, mais en plus vous faites du streaming notamment. Et c'est là que j'ai un nouveau, on va dire, benchmark de streaming, tout simplement, où je faisais tourner le benchmark pour information, Horizon Zero Dawn, tout en streamant l'image. En fait, j'enregistrais sur le disque, mais je streamais avec des paramètres comparables à ce que quelqu'un utiliserait pour Twitch. Donc 1080p 60 fps pour le stream, avec 6000 de bitrate. Et j'ai testé les gros processeurs avec le paramètre d'encodage medium, et les plus petits, donc le Core i5 ainsi que le Ryzen 5, je les ai testés avec le medium et le fast. Vous allez voir pourquoi.
Et du coup, le 12900K, lui, maintenait 156 FPS. Donc, il a perdu, pour information, un peu plus de 10 FPS à cause du streaming, ce qui est logique. Le CPU est un petit peu utilisé. On avait 0% de drop en médium, donc là, c'est plutôt bon. Le 5900X a perdu, lui, un petit peu plus. Il est passé à 147 FPS, mais il avait toujours 0 drop en médium. Donc, il arrivait toujours à suivre nos problèmes. Mais là, on voit que le Core i9 a un avantage. Et on a le Core i5 qui, lui, faisait 145 FPS avec 42% de drop en médium. Donc, pas utilisable. Vous perdez la moitié des frames. C'est-à-dire que pendant l'encodage, la moitié des images sont juste droppées parce qu'il n'a pas le temps de les encoder. Et en fast, il est passé à 143 FPS, mais avec 18% de drop. Donc là, ça devenait presque acceptable. Mais là, je passerai en ultra fast certainement. Mais vous allez voir que comparé au 5600X, c'est pas trop mal parce que le 5600X, lui, est descendu à 129 FPS avec 78% de drop, donc en médium. Là, c'est juste... Ouais, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et même en fast, il était toujours à 66% de drop. Donc oui, là, on voit que... certainement, surtout pour le Core i5, c'est 4 cœurs en plus, haute efficacité énergétique, qui ne sont pas les plus performants, aident. Ils doivent aider à encoder la vidéo en arrière-plan, alors que le 5600X, lui, n'a que 6 cœurs au total, et du coup, il est obligé de se débrouiller avec ces 6 cœurs, même avec l'hyper-trading. Donc là, on voit clairement qu'il y a un avantage pour le Core i5, et même le Core i9 a un avantage. Mais vraiment, moi, ça souligne à quel point le Core i5 est le plus intéressant ici pour la plupart des gens. Maintenant, pour remettre en contexte, il existe l'encodage GPU. Et si vous l'utilisez, notamment, j'ai pris le 5950X avec l'encodage GPU, même paramètre. Et c'était même mieux encodé qu'avec le CPU, honnêtement. Je faisais du 156 FPS avec le 5900X. Donc, en gros, je perdais la même quantité de FPS qu'avec le 12900K. Sauf que j'ai pas un processeur qui tourne à je ne sais combien de watts derrière parce qu'il est obligé d'encoder. J'ai juste une toute petite partie de la carte graphique qui tourne et qui encode le stream pour moi. Donc, juste pour remettre en contexte, c'est plus un domaine où vous devriez utiliser votre CPU, franchement. C'est votre carte graphique qui devrait encoder le stream. Mais si toutefois, vous avez des tâches qui tournent en arrière-plan, ça montre ici que les processeurs de chez Intel se débrouillent mieux. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau de la consommation? Alors, tout le monde ne s'intéresse pas forcément à la consommation, mais c'est quand même quelque chose d'important parce qu'un processeur qui consomme énormément va chauffer énormément et cette chaleur va finir quelque part, bien souvent dans la pièce où vous êtes. Et ça peut être un problème pour certaines personnes. Et aussi, ça requiert un plus grand refroidissement. Donc vous devrez investir plus dans un meilleur refroidissement. Le Core i9, pour information, sortait 220 watts dans Cinebench sur tous les cœurs, comparé au 5900X qui sortait 139 watts. Et le 12600K, lui, sortait 122 watts et le 5600X était à 76 watts seulement. Donc là, on voit clairement que Intel a décidé de sacrifier l'efficacité énergétique pour les performances. Clairement. Maintenant, pour le Core i9, là, il y a un problème pour moi. Genre, il vous faut vraiment un très gros refroidissement, vous allez devoir investir de l'argent et ça réduit son intérêt. Maintenant, pour le Core i5, 122 watts, ça reste raisonnable, franchement. Vous mettez un bon petit refroidissement, surtout que c'est techniquement un processeur Deaker, il faut quand même y penser. Donc 122 watts, ça va encore. Vous pouvez mettre un refroidissement assez raisonnable dessus. Vous n'avez pas besoin d'acheter un truc énorme. Vous pourriez acheter un 240 mm pour une petite centaine d'euros ou même un refroidissement à air pour 60 € qui arrivera à le refroidir. Donc là, ça va encore. Maintenant, un dernier truc que je voulais tester, c'est évidemment l'overclocking. Alors pour le Core i9, l'overclocking n'est pas si intéressant que ça parce que par défaut, il tourne, dans mes tests, en tout cas sur Cinebench, il tourne à 4,9 GHz sur tous les cœurs. Donc, il était déjà pratiquement à son maximum. Par contre, le Core i5, lui, était à 4,5. Donc là, il y a beaucoup plus de marge. Et du coup, j'ai fait un petit peu d'overclocking. Alors, en réalité, j'ai fait un overclocking plutôt simple parce que j'ai utilisé l'overclocking intégré aux cartes mères Asus par IA qui, franchement, marche plutôt bien. C'est pas une pub pour eux. Vraiment, j'ai juste été l'activer en mode « Oh, voyons ce que ça donne ». Il a testé un petit peu le refroidissement et puis j'étais à 5,2 GHz sur tous les cœurs, si je me souviens bien. C'était 5,1 ou 5,2. Bref, c'était énorme et évidemment, ça augmentait énormément les performances ici. Donc, par exemple, sur Cinebench, il est passé à 7323 points, ce qui, pour information, fait une augmentation de 600 points, ce qui n'est pas rien. Il est passé à un score Cinebench sur un seul cœur de 788 points.
ce qui est plus que le Core i9 qui a fait 771 points pour information. Et c'est le plus haut score que j'ai jamais eu dans Cinebench, donc ça c'était vraiment cool. Et j'ai quand même testé un petit peu les performances dans les jeux, notamment dans Tomb Raider, il est repassé à 187 FPS. Avant l'overclocking, il avait fait 179 FPS. Donc c'est une augmentation non négligeable, mais vous l'overclockez surtout ici, selon moi, pour les performances multicœur, ou un petit peu quand même single cœur en réalité. C'est intéressant de l'overclocker. Et dans Civilization, on passait à des tours de 27,6 secondes, donc les tours étaient plus rapides, mais pas aussi rapides que sur le Core i9. Donc il rattrape le Core i9, mais il n'arrive pas encore à son niveau. Et certainement, c'est dû au fait que le Core i9 a beaucoup plus de cache, de mémoire cache. Il a 30 MO, il me semble, de cache, alors que le Core i5 en a 20. Et ça fait en réalité une assez grosse différence. Au niveau consommation, par contre, dans Cinebench R20, ce Core i5 overclocké à 5,2 GHz par IA, je tiens à le préciser, donc c'est pas l'overclocking le plus optimisé, hein, on va être honnête. Donc là, il montait à 194 watts, 194 si vous préférez, dans Cinebench. Donc pas mal de consommation. Mais si vous êtes en mode ouais, ben j'ai envie de débloquer toutes les performances de mon Core i5, vous le pouvez. Franchement, vous le pouvez. Bon, vous allez payer en chauffe et en consommation, mais vous le pouvez. Ok, alors maintenant, c'est l'heure de la conclusion pour ces processeurs. Et au final, c'est ce que j'ai dit en début de vidéo, selon moi. Oui, Intel a la couronne des performances à nouveau, que ce soit dans les jeux, mais aussi sur des tâches professionnelles, synthétiques et tout ça. Ça fait plaisir à voir, ça fait de la concurrence. Après, ils l'ont fait au sacrifice clairement de la consommation, mais pas du prix. Donc c'est toujours intéressant pour beaucoup de gens, mais il faudra en tenir compte, surtout pour le Core i9. Vous allez utiliser énormément d'énergie pour faire tourner ces processeurs. C'est un petit peu dommage quand même. Mais à côté de ça, vous avez le Core i5 qui est juste la meilleure valeur selon moi. Moins de 300 €. Et vous pouvez encore économiser plus si vous prenez sans la partie graphique avec la version KF. Et vous avez basiquement un 10 cœurs qui a réellement des très bonnes performances, même s'il a 4 cœurs haute efficacité énergétique qui sont censés être moins performants. Les cœurs haute performance compensent tellement qu'au final, vous avez des très bonnes performances dans des tâches d'encodage et tout ça. Et dans les jeux, franchement, vous avez des performances excellentes. Et si vous êtes prêt à l'overclocker, ou si vous en avez besoin plus tard de lui redonner un petit coup de boost, c'est possible et ça vous donnera vraiment beaucoup plus de performance. Et ça, c'est génial. Et en plus de ça, vous avez évidemment le support de la DDR5 et du PCI Express 5.0 surtout. Donc vous avez une plateforme qui est future-proof, vraiment pour de très longues années ici. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. À l'heure actuelle, si vous devez acheter un nouveau processeur, une nouvelle plateforme, il n'y a aucune raison, selon moi, de prendre AMD. Même s'ils sont très bons et s'ils sont très efficaces au niveau énergétique, vous prenez une plateforme qui va mourir parce que AMD, pour la prochaine génération, va passer à la DDR5 et au PCI Express 5.0 aussi. C'est-à-dire que les cartes mères que vous achetez maintenant, vous êtes sûr et certain, ne vous serviront pas dans le futur. Et vous n'aurez pas la possibilité d'upgrade facilement ou autre chose. On ne sait pas si Intel va offrir une nouvelle génération de processeurs sur le même chipset, mais avec la DDR5 et le PCI Express 5.0, vous pouvez garder ces processeurs très longtemps. Et ils sont beaucoup plus performants. Donc notamment pour le Core i5 face au Ryzen 5, ne prenez pas le Ryzen 5, prenez le Core i5, il est beaucoup plus intéressant. Maintenant, pour le Core i9, ça devient plus discutable parce que je trouve que son avantage est clair, mais il n'est pas aussi grand que je pense que Intel le voudrait, surtout par rapport à AMD, et surtout par rapport au fait que vous devez mettre un énorme refroidissement dessus, ce qui va augmenter le prix. Il y a aussi la question du prix des cartes mères, notamment les nouvelles cartes mères en Z690, c'est tout ce que vous avez pour le moment, donc elles vont coûter plus cher que des cartes mères B550 d'AMD que vous pouvez utiliser pour même le 5950X. La DDR5 va coûter certainement cher, même si vous pouvez prendre une carte mère avec la DDR4, c'est un petit peu stupide de pas vous rendre future-proof selon moi, même s'il faudra voir les tests. Et le support du PCI Express 5.0 va certainement augmenter le prix, parce que les cartes mères ont besoin d'être mieux designées, donc forcément, vous devez bien vous en douter, ça va augmenter le prix derrière. Il y a aussi un dernier point qui pourrait augmenter le coût, donc faites attention, c'est au niveau du refroidissement, si vous en avez déjà un, que vous voulez l'utiliser. Sur les cartes mères Z690, vous avez un nouveau système de montage, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas réutiliser votre refroidissement actuel sans un adaptateur. Certaines marques comme Noctua vont en faire, et vous pourrez les demander gratuitement même chez Noctua, mais vous devrez faire attention à ça, et peut-être vous allez devoir racheter un nouveau refroidissement. Sur les cartes mères Asus, ça c'est par contre plutôt intéressant, et on l'a vu pendant la vidéo d'unboxing, mais j'ai oublié de le préciser, il y a 2 sets de trous sur la carte mère, et du coup en fait il a les trous pour le Z590, donc vous pouvez réutiliser votre refroidissement pour le Z590 ou les anciennes cartes mères Intel.
Et honnêtement, je pense que ça marchera aussi bien. Oui, Alder Lake a une forme différente, mais en réalité, je ne sais pas si ça change énormément. Surtout que les refroidissements à l'heure actuelle, même utilisés pour mes tests, n'étaient pas vraiment faits pour Alder Lake au final, parce que ils utilisent toujours la même forme de waterblock que pour les anciens processeurs. Donc ils n'ont pas été optimisés pour, clairement. Donc, yeah, j'ai envie de dire, si vous voulez utiliser votre ancien refroidissement, surtout qu'il est très bon, et que vous voulez prendre une carte mère Asus, ben vous avez l'assurance que là, ça fonctionnera. Ou sinon, il faudra aller voir pour trouver un adaptateur fourni par la marque officiellement, et des fois, ça vous coûtera de l'argent, parce qu'ils le vendront. Donc, tenez-en compte aussi. Et donc, voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié et que ça a été intéressant pour vous. On a encore beaucoup plus de tests, selon moi, à faire, notamment DDR4 versus DDR5, mais une chose est sûre, c'est intéressant au niveau CPU en ce moment. Même si Intel a du mal au niveau consommation énergétique, ces processeurs sont très intéressants d'un point de vue performance-coût. Et je pense que ça va un petit peu bouger les fesses d'AMD à sortir un meilleur produit l'année prochaine. Donc oui, pour ceux qui se demandent quand sera la réponse d'AMD, ce sera normalement AMD Raphaël, il me semble, le nom d'architecture, donc Zen 4, et ce sera seulement en 2022. Donc pas de réponse tout de suite. Donc à l'heure actuelle, Intel est le nouveau king des performances et de la consommation, et pas dans le bon sens. Bref, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Si vous avez des demandes, des réactions, autre chose, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!